et bienvenue pour cette dernière table ronde de cette première journée de Cité démocrate. Merci encore une fois à toute la technique et à tous les participants pour cette formidable journée. Ce soir, nous allons parler de Démocrates pour la planète et d'un débat autour de la place de la voiture demain. Alors, juste pour rappeler Démocrates pour la planète, ce que c'est. Nous avons, il y a un an, à l'occasion de l'université de rentrée du mouvement démocrate à Guidel, une rencontre et une discussion avec différents militants et députés, ainsi que des élus locaux, avec une idée commune qui était celle qu'il fallait beaucoup plus parler de développement durable et en tout cas ne pas laisser cette thématique à une frange qui pourrait être un peu plus radicale, car la question de développement durable est aussi celle du centre des démocrates. Alors, Démocrates pour la planète, c'est aujourd'hui un collectif qui s'organise. C'est des débats qui auront lieu dans le temps avec la volonté de sortir des caricatures, de créer du débat entre les partis, sortir des confrontations, car l'ensemble des enjeux sont ceux du développement durable, l'ensemble des métiers, et il faut se placer au niveau des enjeux, construire un cadre de confiance et une écologie de progrès. Je vous invite à rejoindre le mouvement si vous le souhaitez sur démocratepourlaplanète.fr pour pouvoir suivre notre actualité. Donc ce soir, comme je vous le disais, nous allons parler de la place de la voiture demain. Et avec moi, j'aurai 3 intervenants qui sont Daphné Rachmadou, conseillère municipale d'Itteville, commune de 6600 habitants, responsable accompagnement à l'innovation, aménagement, habitat et construction numérique au sein d'Île-de-France. Valérie Gacogne, qui était adjointe sur Quimper lors de la dernière mandature, 63 000 habitants, ingénieure en modélisation des systèmes complexes et qui a eu son entreprise spécialisée sur la modélisation des flux de transport. Ainsi que Pierre-Olivier Carrel, qui est aujourd'hui adjoint au maire de Rosny-sous-Bois, 45 000 habitants et également délégué territorial à Île-de-France Mobilité et bien sûr avec beaucoup d'expertise. Donc la place de la voiture demain, c'est pour nous un sujet intéressant car c'est un symbole à la fois souvent porté pour la fracture entre l'espace urbain et l'espace périurbain, l'espace rural. Ça a été également un symbole qui a été mis en avant par les Gilets jaunes pendant la crise que nous connaissons tous. C'est un sujet clé, un sujet avec beaucoup d'enjeux. Au-delà de la question des émissions pour le développement durable, la voiture, c'est aussi une question d'aménagement du territoire, d'artificialisation des sols, d'étalement urbain avec un modèle à l'américaine où on a fait de l'habitat à un lieu, de la consommation à un autre lieu et des lieux pour le travail avec l'obligation de se déplacer, l'obligation d'avoir une voiture. C'est également aujourd'hui une question de ressources. 39 millions de voitures sont comptabilisées en France, 2 millions de nouvelles immatriculations chaque année. Aujourd'hui, c'est 1,4 milliard dans le monde de voitures pour 8 milliards d'habitants. Donc on voit bien que le modèle ne peut pas perdurer, ce n'est pas tenable. Mais pourtant, beaucoup de questions s'insèrent dans ce sujet. Les Gilets jaunes l'ont montré. La question de la responsabilité, elle est la nôtre, c'est-à-dire parler sans radicalisme, proposer une alternative, construire un modèle différent, parce que les besoins de déplacement existent. On a l'héritage des dizaines de dernières années sur l'aménagement du territoire. On a la question du transport individuel qu'on ne pourra pas oublier et la question, bien sûr, des relations entre l'urbain, le périurbain et le rural. Je vais d'abord laisser la parole à Valérie pour introduire sa vision de cette question et nous donner quelques notions. Donc je vais commencer par donner en fait quelques chiffres assez généraux sur la part modale du transport de voyageurs en 2018. Ce sont les chiffres les plus récents dont on dispose. C'est un petit peu pour nuancer en fait les tendances récentes de la mobilité dont on parle et recontextualiser en fait cette part de la voiture dans les transports. Donc une première planche normalement est prévue pour ça, donc peut-être qu'on peut la voir. Donc en fait, elle montre, voilà, cette première planche montre en fait ici
la part donc des véhicules particuliers. Il s'agit naturellement essentiellement de la voiture, un petit peu de deux roues motorisées, mais on voit bien que dans le transport de voyageurs, à l'intérieur des frontières de la France, eh bien, la voiture représente 80% des parts modales. Donc, lorsque l'on parle de part modale, en fait, il s'agit de voyageurs kilomètres, c'est-à-dire qu'on multiplie les voyageurs par les kilomètres parcourus, ce qui permet de tenir compte des distances parcourues. Si on regarde encore cette planche, on se rend compte que viennent après les transports ferrés, avec 11%, donc 80% pour la voiture, 11% pour les transports ferrés. Donc il s'agit des trains, métro, RER. Et ensuite, pour un peu plus de 6%, tout ce qui est autocar, autobus et tramway. Donc on voit bien la part écrasante de la voiture. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette part de 80% n'a pratiquement pas évolué depuis 1990, c'est-à-dire depuis 30 ans. Alors si on passe à la planche suivante, on peut observer cette fois l'évolution du transport de voyageurs à nouveau par mode depuis 2000, mais cette fois on place pour l'année 2000, on met tous ces modes de transport en indice 100, ce qui permet d'observer véritablement l'évolution de chacune des parts modales. On voit très bien en rouge les transports ferrés, donc ils ont bien augmenté depuis pratiquement 20 ans, donc train, métro et RER. On voit également en jaune l'augmentation de tout ce qui est donc tramway, autobus, autocar. Pareil, ils ont également bien augmenté. En fait, ils ont été portés par tous les investissements dans les transports collectifs de proximité. Et la voiture, eh bien, il y avait une inflexion par rapport aux décennies précédentes, plutôt à la baisse. Et on observe malgré tout depuis 2014 une légère reprise à la hausse. Alors, que retenir des évolutions récentes de la mobilité? Alors, vraiment en quelques mots. Donc, les années 2000 ont été incontestablement marquées par certaines inflexions. Mais il faut bien comprendre que dans les comportements de mobilité urbaine, il y a des disparités fortes, s'agissant donc des déplacements en milieu urbain, dans les grandes agglomérations et dans les villes moyennes. C'est-à-dire que dans les grandes agglomérations, la part de la voiture est en recul, alors au profit, ne l'oublions pas, d'abord de la marche, des transports collectifs et du vélo, même si l'usage du vélo reste malgré tout encore très faible, et on l'observe assez peu dans les statistiques, alors qu'on a l'impression qu'il augmente de façon très importante, mais on part de très loin. En revanche, dans les villes moyennes, les tendances ne sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire que la voiture continue d'être utilisée pour une part toujours plus importante des déplacements. Et enfin, troisième point, donc cette nuance entre grandes agglomérations et villes moyennes. Et enfin, dernier point, le taux d'occupation des voitures qui reste extrêmement faible et stable malgré le développement du covoiturage et de l'autopartage qui, on doit bien en convenir, reste encore embryonnaire. Donc on parle en général de la toute-puissance de l'autosolisme, c'est-à-dire qu'il y a une seule personne, le conducteur, dans une voiture. Alors, quelques mots au sujet des mobilités actives, puisqu'elles sont véritablement d'actualité et elles sont importantes. Alors, elles trouvent pleinement leur place, on va dire, avant tout en zone dense, sur des trajets courts, et sont souvent complémentaires, voire concurrence, ce qui peut être problématique, d'autres systèmes de transport, et en particulier les transports collectifs urbains. On le constate d'ailleurs très bien aujourd'hui dans les grandes agglomérations, c'est-à-dire avec le Covid, c'est-à-dire que certains prennent le vélo, mais ont délaissé en fait les transports collectifs. Donc, les mobilités actives sont à l'évidence souhaitables, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en aucun cas, elles ne permettront de relever à elles seules les défis environnementaux actuels ou de remédier à ce qu'on appelle toutes les externalités négatives des transports. Alors, encore une fois, pour aller vraiment extrêmement vite et lancer peut-être le débat, donc on comprend que là, on a une vision de court terme, notamment avec les mobilités actives qui sont certes très importantes. On a vu des investissements importants qui ont porté leurs fruits aussi dans les transports collectifs. Mais au-delà de ça, on a besoin d'une vision stratégique de long terme sur la ville. Si on veut véritablement un développement urbain durable, il faut avoir une vision interdisciplinaire et globale de la ville. En d'autres mots, on se déplace pour des motifs bien précis. On va travailler, les enfants vont à l'école, on fait des courses, on a besoin de réaliser des démarches administratives, etc. Donc ça signifie qu'il faut raisonner à la fois sur la politique du logement, tous les équipements publics et les zones d'emploi, et bien évidemment la politique des transports et du stationnement qui en fait partie, viennent en appui pour tous ces déplacements. Donc
Le développement urbain durable, il nécessite une vision globale, interdisciplinaire de la ville, notamment dans le cadre d'opérations de renouvellement urbain. Donc ça ne peut se faire qu'à très long terme, bien au-delà, je dirais même, d'une génération, bien au-delà de 30 ans. Voilà, merci. Merci Valérie. Merci. On voit bien alors avec ces différentes présentations que la voiture reste encore aujourd'hui, alors peut-être au-delà des grandes villes où on voit des mouvements différents, mais reste aujourd'hui une notion qui est extrêmement importante et qui est extrêmement utilisée, notamment sur le périurbain sur lequel Pierre-Olivier va pouvoir nous dire quelques mots et nous exprimer un petit peu sa vision. Bonsoir à toutes et tous. Effectivement, aujourd'hui, la voiture particulière est utilisée à 70% pour aller travailler. C'est un chiffre qui reste extrêmement élevé. Quand on regarde, seulement 16% des salariés empruntent les transports en commun, 7 vont utiliser la marche à pied, 4 les 2 roues motorisées ou non, en moyenne nationale, et enfin 3 seulement n'ont pas besoin de se déplacer, mais ces chiffres-là datent de début 2020 et aujourd'hui seraient fortement relativisés avec la pandémie. Le taux de motorisation dans le rural et le périurbain culmine à 95%. C'est un chiffre extrêmement élevé qui s'explique essentiellement par le fait qu'il n'y a pas d'alternative à l'utilisation de la voiture pour pouvoir se rendre sur son lieu de travail, qui est quand même le motif principal de déplacement, ou pour les motifs de loisirs économiques pour se rendre dans la ville-centre pour aller faire les courses. Globalement, on voit quand même des écarts qui se creusent de manière très significative. 95% sur la partie rurale, 68% sur l'agglomération parisienne. Si on comprend Paris, on descend à peine à 34%. Donc on voit que, en fonction de la politique qui est menée par rapport à l'offre alternative, la voiture peut se retrouver être un mode dont la part modale décroît. Concernant de manière un peu pratique, l'enquête générale des transports qui a été réalisée donc en 2020 et reprenant 10 années d'évolution marque que les transports collectifs ont gagné à peu près 1,6 points, c'est-à-dire 20% de part modale, les modes actifs à peu près 10%, et à contrario, avec le volume le plus élevé, c'est la voiture qui va perdre 2% sur ces 10 années. Donc on voit que l'ensemble des investissements de transport en commun, et cette fois avec des logiques qui ne sont pas simplement des logiques de direction unique vers le centre de l'agglomération, c'est-à-dire Paris, eh bien, commence à mettre en place des systèmes de déplacement en rocade. On l'a vu avec le développement des tramways, qui est très fort. On le voit maintenant avec le Grand Paris Express. Plus besoin de passer dans Paris pour pouvoir se déplacer. Et ces déplacements de rocade qui peuvent représenter jusqu'à 70% du périurbain et qui étaient majoritairement faits en voiture, eh bien, peuvent aujourd'hui offrir une alternative et limiter la part modale. Alors, quelle solution alternative à la voiture? Quelques pistes pour compléter le propos de Valérie il y a quelques instants et lancer le débat. Donc, créer effectivement ces modes de transport complémentaires en rocade, accompagner le développement des réseaux pouces, c'est tout ce qui était l'autostop il y a quelques années, qui aujourd'hui, sur du micro-déplacement, de la micro-mobilité, commence à trouver son public. Et sur l'ensemble national, c'est relativement faible, mais déjà 1600 communes ont développé une pratique de ce déplacement. Il y a bien évidemment ce qui fonctionne relativement bien aujourd'hui grâce aux nouvelles autorités organisatrices de mobilité, ce sont les PPUCR, les parcs relais, qui permettent de pouvoir se garer à l'entrée de la commune ou de l'agglomération et de pouvoir continuer en transport en commun. Il y a le covoiturage qui se développe. On voit un certain nombre d'acteurs qui commencent à faire des propositions intéressantes, régulières, avec parfois une limite qui est pas forcément celle qu'on attendrait, vu le nombre de véhicules sur les routes, mais on manque de covoitureurs pour pouvoir permettre aux covoiturés de pouvoir utiliser les transports en commun, le covoiturage sous forme de transport en commun ou alternative à la voiture de manière beaucoup plus régulière. Et voit que des solutions particulières, comme celle proposée par Ecov, proposent des covoiturages spécifiques aux territoires ruraux et périurbains sur de la micromobilité.
sur du mass transit, puisqu'il faut quand même considérer les deux. Quand on regarde l'expérience de Nantes avec le tram-train ou de Mulhouse avec la même offre, c'est l'occasion de pouvoir réutiliser des voies ferrées qui étaient désaffectées et faire circuler du matériel ferroviaire qui va pouvoir entrer dans la ville et permettre d'aller directement au cœur de la cité sans avoir à se poser la question du stationnement, de la pollution, des embouteillages et du coût du trajet, puisque là on est sur des abonnements de transport en commun classiques. Il reste une dernière piste évidemment, c'est la voiture elle-même, la voiture électrique qui évolue, qui peut être également une alternative. Aujourd'hui, on constate qu'à peu près il y a eu une hausse de 35% des ventes sur le marché en 2019. Alors ça représente encore une part en volume global qui est relativement faible, mais les ventes décollent et on voit que l'autonomie avec des hybrides rechargeables 50-60 km, avec des rechargeables tout court 275 km, peuvent permettre d'apporter des solutions par rapport à l'écologie et assurer une transition en attendant qu'on ait des modes soit de transport en commun, soit sous forme de véhicules à hydrogène deviennent totalement alternatifs. À l'horizon 2030, la Commission européenne pense que 50% des véhicules en France commercialisés seront hybrides ou rechargeables. Donc on voit que le coût de la mobilité est particulièrement élevé pour les ménages habitant en périurbain et en rural. C'est dû au coût d'acquisition de la voiture, au coût de l'énergie, au coût de l'assurance, au coût de l'entretien. Les alternatives existent, mais aujourd'hui, pour pouvoir faire évoluer le besoin de mobilité, eh bien, il faut d'abord comprendre pourquoi on va d'un point A à un point B. Et là où on était hier sur la réflexion du mode de transport, là où aujourd'hui on est sur la réflexion de la mobilité sur un bassin, et bien demain, je pense qu'il faut vraiment aller vers une réflexion qui soit sur l'aménagement du territoire pour éviter de chercher des solutions à des problématiques qu'aujourd'hui on n'est pas capable ou plus capable de maîtriser. Alors c'est vrai qu'on voit là une vraie problématique, c'est-à-dire d'après les premiers propos, on a l'impression que la voiture ou en tout cas le transport individuel, il est inévitable et que la notion de transport, elle existera toujours de toute façon. François-Xavier nous signale, est-ce qu'il ne faut pas tout simplement supprimer le déplacement, car c'est ça qui polluera le moins. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, Daphné. Je sais que la notion de temps de déplacement est quelque chose que tu théorises pas mal. Oui, je souhaitais en fait ouvrir le débat par rapport à la question qui est posée sur 3 axes qui sont assez complémentaires de ce que Valérie et Pierre-Olivier sur quoi ils ont déjà parlé. Le premier, c'est sur la voiture en tant que telle, le véhicule et puis ses alternatives. La place aussi, en fait. Le deuxième, c'est la place dans la dimension spatiale de la ville et du partage de l'espace public et aussi du temps. Et la troisième, sur l'évolution des pratiques de mobilité et des pratiques de vie, qui inclut en fait le commerce, le travail avec le télétravail, le loisir et qui pose la question de la densité de fonctions et des distances. La voiture, Pierre-Olivier l'a évoqué rapidement, on a à notre disposition essence, diesel, électrique, hydrogène balbutiant, et actuellement, c'est l'électrique qui est la moins émettrice de CO2, mais qui pose la question par ricochet en fait du nucléaire. L'hydrogène, on est à l'heure actuelle absolument pas compétitif. Il faut encore de longues années de recherche, et je pense que c'est très intéressant que le plan de relance ait décidé d'investir 2 milliards dans ce plan de relance et 7 milliards jusqu'à 2030 pour travailler sur le développement de l'hydrogène, même si cette technologie sera peut-être plus favorable pour supplanter des énergies carbonées dans l'industrie ou dans des transports plus lourds, mais en tout cas, une des clés aussi du développement durable passe par l'innovation. Tesla, qui n'est pas en reste en termes d'innovation, et c'est pas anecdotique, est passé en fait sur ses voitures de 3 km de câble pour sa Tesla S à 1,5 km de câble pour la 3 et à 100 mètres
pour la Y. Donc, on voit que l'innovation est la clé. Et on revient à ce que tu disais, David. Si on met moins de voitures, soit c'est plus d'autres modes de transport, soit c'est moins se déplacer. Et c'est ce que disait aussi François-Xavier. Et donc, vous avez cité toutes les alternatives d'un transport en commun, route, rail, voiture partagée, covoiturage, mais qui se heurtent à des problématiques sur... on part souvent plus facilement à la même heure, mais on rentre difficilement à la même. Donc, ils peinent à trouver des usagers. Et puis tous les modes, même s'ils sont effectivement très faibles en part, que sont le vélo ou autres modes doux. Je pense qu'en fait, on l'a bien affirmé ici, tous ces éléments sont complémentaires et sont différents en fonction du rural, du périurbain ou de l'urbain. Il ne faut pas les opposer les uns aux autres. Et on l'a vu avec la fracture territoriale. Moi, je suis dans une zone rurale. Je suis obligée de prendre ma voiture pour aller à la gare qui est à 6 km parce que pour le moment, il n'y a pas de stationnement, de parc de stationnement clos pour les vélos notamment. Donc, on voit qu'il y a des efforts à faire. Le partage de l'espace et maintenant et du temps, notamment, tous ces modes, en fait, il faut qu'ils apprennent à vivre ensemble dans la ville, dans l'espace public qu'il faut repenser. Il faut concerter, ne pas opposer les usagers les uns aux autres. Ces choix de politique publique, à mon sens, doivent se faire à l'échelle à minima des EPCI, mais si possible, pour certains, forcément à l'échelle de département ou de région. On le voit avec la caricature de Paris, bon, je suis en Île-de-France, avec la fermeture des voies sur berge qui pénalise essentiellement ceux qui viennent travailler, qui sont obligés d'utiliser la voiture, et notamment sur les usagers de la deuxième couronne. Et on voit aussi que les plans de déplacement urbain, en fait, ne sont pas repensés aussi vite qu'évoluent les mobilités. Et le partage, en fait, il est aussi sur le partage de la ville, de nos lieux de vie, de nos équipements. Et là, on rejoint aussi le fait de peut-être moins se déplacer globalement et de rapprocher en fait tous nos usages. Et on arrive justement sur l'évolution des pratiques de mobilité et de vie qui là, on l'a vu, ont été accélérés par la crise sanitaire et en Île-de-France aussi par les grèves. Donc même si la part du vélo est faible, elle a considérablement augmenté entre 2019 et 2020 dans les grandes villes, mais aussi y compris sur la France entière. Mais comme le rappelait Valérie, la part étant tellement faible par rapport aux 80% écrasants de la voiture qu'on voit que les efforts doivent être faits partout. L'avènement le développement du télétravail. Et en Île-de-France, on a lancé aussi des expérimentations sur le lissage des heures de pointe, c'est-à-dire le fait de ne pas tous se déplacer au même moment pour avoir des arrivées, parce qu'en Île-de-France, les transports en commun sont saturés. Donc, Et alors, un chiffre, Valérie, tu as parlé de l'autosolisme. et la Ce qui est question, important. Daphné, Oui. excuse-moi. Simplement, j'ai une question qui est, est-ce que la gratuité des transports pourrait complètement changer cette donne-là et pousser en fait à des fonctionnements différents? Je pense pas, parce qu'actuellement, le pass Navigo, par exemple, en Île-de-France, est pris en charge à 50% par l'employeur. Et on voit qu'on reste quand même en fonction et beaucoup. Alors moi, je suis sur des RER en plus qui sont ceux qui marchent le moins bien en Île-de-France. Et donc, on se heurte à l'impossibilité en fait de prendre en permanence les transports en commun et de se rabattre parfois. Alors, je suis aussi en deux roues motorisées, donc ça me peut permettre aussi voilà, des facilités. Mais j'apprécie énormément, et ça a changé énormément de choses, de pouvoir avoir 2 jours de télétravail par semaine. Donc, voilà, la gratuité peut aider, mais c'est à mon avis pas fondamental. Alors, j'ai beaucoup de questions.
j'ai beaucoup de questions, notamment sur le rural, c'est-à-dire l'aménagement du rural. Comment on fait? On voit bien qu'aujourd'hui, lorsqu'on vit à la campagne, et pour le coup, je pense que Pierre Olivier, qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, ou également Valérie auront peut-être des éléments à apporter. Lorsqu'on vit à la campagne, on est presque obligé de prendre sa voiture, en tout cas entre, on va dire, c'est ce que pouvait dire Daphné, entre son domicile et le premier point de contact d'un transport qui va être collectif, qui va être un train, qui va être un bus. Euh, et on voit bien que beaucoup de gens aujourd'hui ont cette idée, je prends ma voiture, je vais pas perdre du temps à m'arrêter, je vais jusqu'au bout de mon déplacement. Ça, en tout cas, sur des communes qui sont de taille moyenne, la question est encore différente sur de l'ultra-métropole. Et est-ce que là-dessus, on a des solutions? Est-ce qu'on peut proposer des choses, notamment pour des élus locaux qui vont avoir cette difficulté sur une commune de quelques milliers d'habitants? Est-ce que vous avez des idées à proposer? Peut-être 2 éléments de réponse. Oui. Sur la gratuité, je voudrais compléter les propos de Daphné parce qu'il y a un point qui est extrêmement important. On voit que la ville de Paris propose d'aller à la gratuité pour les habitants de la commune. On voit que la maire de Lille y réfléchit également sur le périmètre de sa commune, mais il faut regarder comment la gratuité peut être mise en place. Certes, dans les villes où elle a été mise en place, il y a des taux de fréquentation qui sont de 50, 100, 150, parfois 200%. Mais quand on regarde, ce sont majoritairement des villes de moins de 20 000 habitants. Seules 2 agglomérations font exception, Châteauroux et Dunkerque. Dunkerque ayant une agglomération de 200 000 habitants. Mais ces 2 communes avaient les mêmes caractéristiques que des villes de moins de 20 000 habitants. Le financement des transports, c'est d'avoir un tiers de subventions, un tiers de recettes voyageurs et un tiers de versement mobilité. Or, le versement mobilité et les recettes voyageurs de ces communes, donc la richesse produite par les entreprises et celle acquittée par les voyageurs, était extrêmement faible. Donc la collectivité pouvait se permettre de faire une croix sur ces recettes-là et de pouvoir apporter une offre de transport en commun gratuite pour booster la fréquentation. Mais sur le long terme, la plupart des grandes collectivités ne peuvent pas le faire parce que la part versement mobilité, la richesse des entreprises représente plus d'un tiers maintenant et ne cesse de croître par rapport au versement des recettes de la part des voyageurs, puisque les prix de tickets de transport n'évoluent pas. Il faut avoir à l'idée que quand on paye 75 € à Paris, c'est presque 210 € à Londres pour la Oyster Card. Donc la gratuité nécessite de bien prendre en compte l'économie des transports. Sur la ruralité, il y a pas mal de pistes. Je les ai évoquées tout à l'heure. Il y a les collectivités, des petites communes qui s'associent pour mettre en place des points de covoiturage. Laissez votre voiture, on la sécurise, on met un lampadaire, on met une capacité éventuellement avec une caméra vidéo pour les surveiller. Et il peut y avoir déjà cette lutte contre l'autosolisme avec des solutions toutes simples. Il y a également les travaux qui sont menés, le conseil départemental de Seine-et-Marne, mais on peut retrouver la même chose dans le Finistère, dans l'Isère ou dans la Creuse, où j'ai pas mal d'exemples en tête, où des parkings relais sont mis en place dans des chefs-lieux de canton, et plutôt que de partir de chez soi pour aller jusqu'à son lieu de travail, qui souvent se trouve dans le chef-lieu de canton ou dans la ville-centre du département, eh bien, des transports en commun permettent, vont passer directement au parking relais et permettent de pouvoir continuer le trajet avec des fréquences assez élevées à l'heure de pointe. Et l'autosolisme fait que quand on regarde le taux de fréquentation de ces lignes de cars et de bus, chute de manière assez importante. Il y a un exemple très intéressant dans le Tarn qui a été mis en place par le conseil départemental il y a une bonne dizaine d'années, où ils ont dû multiplier par 2 la taille des parcs relais sur la partie Albi, Gaillac, et ils descendaient jusqu'à la Cône quasiment, avec un doublement 3 fois sur 10 ans. Donc il y a énormément de petites solutions qui peuvent être mises en place. On peut également imaginer le transport à la demande avec des véhicules de moins de 10 places, des partenariats avec des taxis locaux. Il peut y avoir également des zones de coworking, parce que quand on est dans une obligation d'aller travailler
et que avec le Covid, il faut faire avec le télétravail. Quand on n'a pas la DSL, voire la fibre chez soi, eh bien, c'est la collectivité qui peut investir et éviter d'avoir à faire des longs trajets en partageant des espaces. Donc, il y a une multitude de solutions et il faut pas hésiter à les valoriser parce que souvent elles sont méconnues. Très bien. Alors, peut-être que Valérie voudra ajouter quelque chose, mais je vais compléter avec une ou deux questions parce qu'on a beaucoup de questions des internautes. Si la notion de mobilité individuelle est sur des déplacements, c'est-à-dire le vélo n'est pas suffisant si on doit se déplacer tous les jours, sans doute de 30 ou 50 kilomètres. Si la notion de déplacement individuel doit continuer, est-ce que la notion, la technologie hydrogène peut être une solution d'avenir sur cette solution-là? Ou sinon, Fabrice me pose une autre question. Est-ce que des voitures très légères qui consommeraient 2 litres au 100 seraient suffisantes comme option pour quand même avoir cette possibilité de déplacement individuel sans impacter trop fortement l'environnement? Je, je prends la parole. Oui, vas-y Valérie. Alors juste quelques mots. Alors je répondrai pas du tout sur l'aspect justement solution en milieu rural parce que je crois que Pierre-Olivier a fait un excellent panorama de toutes les solutions et à rechercher et qui nécessitent aussi de faire preuve d'imagination parce qu'il n'y a pas de solution idéale, mais il peut y avoir beaucoup de solutions à développer de manière simultanée. Et j'ajouterai juste un petit point aussi par rapport à ce qui a été dit, pour compléter simplement. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que les réseaux de transport collectif sont par nature déficitaires. Ils ne sont jamais à l'équilibre. Donc ça veut dire que la puissance publique vient abonder pour que ces réseaux puissent exister et se développer. De plus, on a une particularité dans les réseaux de transport collectif, c'est que plus il est important, plus on l'étend, plus les déséconomies d'échelle, on est dans une situation particulière. Parce que habituellement en économie, si je caricature, quand on grossit, on présente ce que l'on appelle des économies d'échelle. Les systèmes de transport collectif, c'est exactement l'inverse. Plus on les agrandit, plus on a des déséconomies d'échelle et plus les déficits sont importants. Ça, on le comprend très bien, parce que quand on parle d'une ville, on est dans le centre en milieu dense, donc par nature, c'est là qu'on peut avoir des effets, on va dire, de densité, de fréquence, etc., qui font qu'il y a énormément de population. Et plus on veut étendre le réseau, ben, moins la densité de population est importante, et donc on a de plus en plus de déficits. Donc je crois que c'est important d'être face aux réalités aujourd'hui des finances publiques. On ne peut pas développer à l'infini les transports collectifs, même si pourtant c'est absolument souhaitable par rapport aux questions environnementales. Donc raison pour laquelle il faut penser à plein d'autres solutions. Il n'y a pas une solution idéale. Effectivement, tout ce qui est innovation technologique, on en a absolument besoin. Après, alors là, ça n'engage que moi, mais je fais partie des personnes qui ne défendent pas la voiture électrique. Certainement pas. Parce que on a besoin d'énergie, cette électricité, il faut la produire. 40% de l'électricité est produite à base de charbon dans le monde. Les centrales nucléaires, on connaît tout ce que ça peut impliquer également comme difficulté. Aujourd'hui, si la part de l'électrique augmente, elle se fera d'abord au profit du charbon. Donc il n'y a pas pire d'un point de vue environnemental. On a le problème des batteries, etc. Donc la voiture hybride, peut-être en ce sens, est plus vertueuse. Donc il n'y a pas une solution idéale, on a besoin de raisonner de toutes sortes de façons et d'imaginer plein de solutions, mais j'aurais tendance à dire qu'effectivement, il va falloir qu'on se déplace moins. Si véritablement on veut pleinement prendre en conscience les défis environnementaux auxquels on est aujourd'hui confronté, et il y a urgence, les personnes qui, comme moi, travaillent dans le domaine des transports l'ont fait déjà depuis 20 ans, on a l'impression qu'on redit les mêmes choses, mais qu'on n'a pas pris la mesure de la gravité de la situation, il va falloir qu'on se déplace moins. Donc le télétravail est une option. Toutes les alternatives possibles, innovantes et technologiques sont d'autres options. Et aussi, je pense qu'il va falloir qu'on se déplace moins vite. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que plus on va vite, plus on consomme de l'énergie. On n'a pas que le problème du changement climatique, on a le problème de toutes les ressources. On épuise toutes les ressources, quelles qu'elles soient.
Donc il va falloir effectivement qu'on soit imaginatif et qu'on apprenne à s'adapter. L'hydrogène fait partie très certainement de ces possibilités, de ces options technologiques, mais les innovations technologiques, là encore, seront très insuffisantes. Il faut qu'on change nos modes de déplacement, nos comportements de façon beaucoup plus globale. On a une vraie remise en question à faire, et cette remise en question va se faire par la voie de crises successives si on ne prend pas à bras-le-corps le problème. Et c'est pour ça effectivement que la politique doit avoir cette vision un petit peu prospective pour pouvoir aller plus loin et montrer les enjeux pour que collectivement chacun prenne sa part et puisse évoluer. Que ce soit les entreprises sur la question de travail à distance notamment, que ce soit sur le déplacement donc à titre individuel et sur la notion collective. Justement sur cette notion de collectif, d'autonomie, de technologie. On parle beaucoup de tout ce qui est voiture autonome et voiture partagée. Alors je crois que c'est, si je ne dis pas de bêtises, Daphné qui l'a évoqué au début dans sa présentation, la question de voiture partagée, où la voiture n'est plus un bien individuel, mais un bien collectif. Alors il y a eu des tentatives à Paris avec les Blue Cars notamment. Aujourd'hui, il y a d'autres réseaux qui sont indépendants. Est-ce que c'est ça l'avenir de la voiture ? Alors si je peux faire une comparaison avec un domaine que je connais peut-être un peu mieux, qui est l'urbanisme, là, on est face à un défi entre le logement collectif et la maison individuelle où on peut faire le tour de son jardin. Donc je pense qu'il va falloir une révolution quand même pour pouvoir que effectivement la voiture partagée c'est une solution parmi tant d'autres, mais à mon avis, ça n'est absolument pas la panacée. Alors après, on a ça l'est beaucoup plus en fait dans peut-être des milieux urbains évidemment, où pas mal de gens n'ont absolument pas de voiture, et ils louent même en fait à l'année juste pour les vacances. Donc on est dans un usage, comme aussi sur le logement d'ailleurs, on arrive à avoir des projets de co-living ou de logements partagés. Ça sera forcément des pistes aussi à développer, mais qui ne pourront pas être adaptées absolument partout. Et j'ai une question vraiment de mentalité, d'évolution de mentalité aussi. Alors, Valérie l'évoquait au début de sa présentation. J'ai également eu cette question, c'est est-ce que demain, il faut radicalement changer la construction de la ville? Alors demain, c'est du long terme, c'est du court terme. Est-ce qu'on doit imaginer et dire aux élus locaux, arrêtez de faire des zones pavillonnaires chez vous? Est-ce qu'on doit redensifier la ville? Aujourd'hui, il y a des urbanismes aussi, des urbanistes qui parlent d'urbanisme circulaire. Voilà. Alors, toutes ces notions, j'imagine que sur la question de la mobilité, elle est assez importante, sur la question du transport, et parce que ça répond aussi à cet enjeu d'étalement urbain qui est une vraie problématique. Je ne sais pas si vous voulez aborder ce sujet. Valérie, par exemple. Je peux dire quelques mots. Oui, alors on peut effectivement redensifier d'une certaine façon la ville, mais il ne faut pas, comment dirais-je, dramatiser cette notion-là, parce que quand on parle de densifier la ville, parfois ça fait peur, on imagine des grands collectifs, etc. Donc il y a un certain nombre de travaux qui ont été menés sur ces sujets et qui montrent que densifier une ville, on peut même avoir des maisons de ville. C'est tout à fait possible. On peut avoir du petit collectif, des maisons de ville et avoir un usage très raisonné de l'espace. En revanche, ce qui est difficile effectivement, c'est quand on prend la décision de créer de véritables zones pavillonnaires un petit peu en dehors de tout. Ça, évidemment, on comprend que ça va à contresens. Il faut que l'on puisse accéder en fait à tous les services, aux écoles, etc. Donc on ne peut pas participer de cette façon à un éparpillement important de l'habitat. Donc densifier la ville, oui, c'est une question à laquelle il faut réfléchir dans le cadre d'un renouvellement urbain, donc vraiment à très long terme. On ne peut pas le faire de manière radicale, c'est tout à fait impossible, mais au moins les villes moyennes peuvent commencer, elles y travaillent déjà, mais continuer leur réflexion sur la question de réhabiter les centres-villes. Ça, c'est indispensable. Il faut absolument tout faire pour travailler sur cette attractivité des centres-villes qui sont complètement dépeuplés, où là,
précisément, on peut avoir une mixité des fonctions, on peut avoir de l'emploi, on peut avoir de l'habitat, on peut avoir des services, etc. Alors, on ne fera pas revenir tout le monde dans le centre-ville, mais on peut faire revenir certaines catégories de ménages. Je ne vais pas aller dans le détail là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que si vous êtes une famille avec 3 enfants, a priori, vous préférez toujours une maison individuelle, et c'est le souhait de beaucoup de personnes. Ceci étant, ça peut être une maison de ville. En revanche, si vous avez une personne célibataire, un couple ou simplement un enfant, c'est beaucoup plus facile de les faire revenir dans un centre urbain. Donc ça, voilà, il y a beaucoup de réflexions à mener comme ça, mais effectivement, il faut prendre de façon urgente à bras le corps toutes ces questions-là. Très bien. Alors, juste pour le témoignage, j'ai François Xavier qui est adjoint aujourd'hui à Bron, qui nous parle d'un exemple dans sa ville. Ils ont mis en place aujourd'hui une navette bus qui circule en 8 avec le centre-ville, le cœur du chiffre 8 à l'infini, et qui permet notamment de faire des détours selon la demande de l'utilisateur. Donc ça, c'est des solutions, voilà, un petit peu alternatives, un petit peu concrètes, qui sont aussi des notions qui permettent d'aller à l'alternative par rapport à la voiture. J'ai Sébastien qui pose une autre question, enfin qui constate quelque chose. Il dit, face au pétrole, on a aussi le GPL, et il trouve que alors c'est un constat, qu'aujourd'hui nos chercheurs et ceux qui font de l'innovation ne sont pas forcément protégés par rapport au grand lobbying, et l'innovation n'a pas forcément voix au chapitre. Je ne sais pas si là-dessus c'est un sentiment que vous avez pu partager, ou si aujourd'hui vous avez quand même l'impression que toutes les innovations ont leur place et sont plutôt écoutées pour changer les modalités de transport. Et est-ce que l'un de vous veut intervenir là-dessus? Pierre-Olivier Sur peut-être sur cette modalité d'innovation de la part des pétroliers, on voit bien qu'ils ont creusé toutes ces pistes pendant des années. On a vu des phénomènes dans les années 80 où les stations-service développaient des offres de GPL, et les garagistes permettaient de pouvoir procéder à des adaptations des véhicules. Ce qu'on constate, c'est que ça n'a pas duré très très longtemps. L'été dernier, j'étais dans les pays baltes. Ces modalités de déplacement avec le GPL, quasiment tous les véhicules en sont équipés, mais chaque station-service est capable de l'offrir. On voit aujourd'hui qu'il y a une reconcentration. D'abord, il y a une perte du nombre de points de distribution, donc on voit qu'il y a quand même une baisse assez importante en termes de fréquentation, de vente en volume. Et que ce sont les carburants classiques qui restent à niveau. On voit une évolution entre le diesel et l'essence par rapport depuis l'affaire du Dieselgate, et on voit que les ventes de véhicules diesel baissent. Mais dans le même temps, on n'a pas vraiment d'autres initiatives et d'autres innovations technologiques qui permettent d'offrir un carburant qui soit assez bon marché, qui soit le plus décarboné possible, et qui permettent de pouvoir avoir un développement assez rapide. Les pétroliers aujourd'hui se sont tournés davantage vers le développement du solaire, vers l'éolien, vers l'hydrolien. Je crois que c'est Total qui doit être à peu près 15% aujourd'hui de réinvestissement en matière de développement, recherche et développement. Mais en termes d'offres pour le quotidien, en termes de développement, je rejoins les propos de Valérie tout à l'heure, c'est vrai que la grande difficulté, c'est qu'on oublie qu'un véhicule électrique, et bien derrière, il faut produire l'électricité, et quand on voit l'Allemagne qui est sortie des centrales nucléaires pour devenir quasiment le premier pollueur d'Europe avec la Pologne, ça pose de grandes questions. Donc les pétroliers, les énergéticiens ont des responsabilités en termes de développement, et je pense que il faut que les gouvernements, que nous-mêmes en tant qu'élus locaux, en tant que responsables décisionnaires, nous ayons une vision à long terme, et que l'on soit capable de les accompagner de manière à ce que ce soit pas simplement un horizon économique, de la rentabilité de la part du pétrolier, du centre de recherche, mais bien que l'on ait une vraie volonté de faire évoluer notre société en termes d'énergie verte et de décarbonation.
Je vois que le sujet est vraiment très global, hein. C'est-à-dire qu'on a la question de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire qui est voilà quelque chose qui a engendré pendant très longtemps des formes de déplacement. Aujourd'hui, on a cette problématique de comment on change. Donc là, il va y avoir des interventions qui vont être forcément celles des grands ensembles, on va dire, de l'État. Alors peut-être une dernière question pour conclure ce débat, c'est celle de la responsabilité des élus. Est-ce que vous pensez que la notion d'aménagement du territoire doit rester au plus petit échelon, c'est-à-dire la commune ou l'intercommunalité, ou est-ce qu'il faudrait comment dire, une structuration qui prenne vraiment l'enjeu plus globalement pour pouvoir réfléchir à cet urbanisme différemment, construire peut-être à l'échelle du pays, de la ville, et pas continuer justement sur cette petite commune où chacun veut compléter son nombre d'habitants pour compléter son école, veut faire sa zone pavillonnaire, veut faire sa zone commerciale. Voilà. Est-ce que là-dessus, vous avez des prérogatives par rapport notamment à votre expérience d'élu, ou est-ce que vous pensez que le système actuel est suffisant et on peut déjà changer en tant que tel? Euh, Peut-être que chacun de vous peut intervenir une minute là-dessus et comme ça on aura notre conclusion. Valérie, À par mon exemple, sens, à l'heure actuelle, ou Daphné, très bien. à l'heure actuelle, en fait, je pense que en fonction des sujets, ça doit être à tous les échelons. Mais déjà, en fait, l'organisation de l'urbanisme, de l'échelon de la commune, EPCI, département sur certains plans départementaux et régions, sont déjà prises en charge. Par contre, le sujet que j'évoquais tout à l'heure, c'est l'agilité et la rapidité. C'est-à-dire que pour revoir des schémas de cette ampleur-là, c'est un temps infini et qui n'est pas à l'échelle en fait de l'évolution et de la rapidité de l'évolution de tous ces principes. Le schéma directeur d'Île-de-France, c'est 15 ans pour arriver à l'établir, le faire voter, et on le voit bien. Donc on l'engage même plus voilà cette nouvelle réflexion. Donc il faudrait peut-être repenser en fait l'agilité en fait de l'évolution de ces plans et de ces problématiques à mais rester à un échelon plus global. C'est-à-dire que la commune a très peu de sens par rapport à toutes ces problématiques et notamment par rapport au déplacement. Donc de toute manière, c'est à minimum à l'échelle de l'agglomération, de la communauté de communes, voilà, ou du pays, et si possible des échelles encore plus grandes. Donc on est sur du temps long et on peut se poser la question par rapport à l'urgence. Enfin, Valérie va pouvoir le dire et je sentais qu'il y avait quand même cette urgence qu'elle ressentait vraiment par rapport à son expérience. Il faut renverser la table, il faut faire la révolution. Qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, je crois beaucoup, beaucoup à la pédagogie, en fait. Euh, En réalité, les maires ont un pouvoir important qui est en quelque sorte celui du droit du sol, puisqu'ils délivrent des permis de construire. Donc, il n'est pas anodin, puisque on en a parlé, on l'a tous dit tous les trois, sur le fait que d'un point de vue stratégique et sur le long terme, on a besoin de repenser la ville. Donc ça en fait partie, le fait de délivrer des permis de construire. Alors bien sûr, on connaît tous les schémas qu'il y a derrière, on ne va pas revenir dessus, mais ça confère un pouvoir important aux maires. Donc pourquoi je dis ça? Parce que j'avais rencontré par le passé, quand je travaillais, un maire qui était, j'ai envie de dire, extrêmement bienveillant et à l'écoute justement des questions environnementales. Et lorsque, comment dirais-je, une gare, on va dire, d'un réseau collectif avait été ouvert dans sa commune, ça a créé une forte attractivité de la commune pour des raisons évidentes. Et lui, en fait, n'a pas voulu délivrer des permis de construire pour satisfaire la demande. Et ça, c'est problématique. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, comme sa commune était devenue extrêmement attractive car très bien desservie, eh bien, il a, entre guillemets, rejeté la population qui demandait à habiter là, dans sa périphérie. Et en faisant ça, il a créé ce que l'on appelle de l'éparpillement. Donc, on ne peut pas faire pire d'un point de vue développement durable.
puisqu'on a besoin de densité. C'est pour ça que je reviens sur mon propos tout à l'heure. Alors, je suis désolée parce qu'on est obligé d'aller très vite et on s'explique peu. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de cette notion de densité. Elle doit être raisonnée. On doit pouvoir accueillir des populations nouvelles quand on est sur un territoire attractif. Et bon, voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, je crois beaucoup à la pédagogie et à la formation, parce que quand on avait expliqué ça à ce maire, en fait, il l'a très bien accueilli, il l'a très bien compris. Donc on est tous responsables à tous les niveaux sur ces problématiques-là. Mais ce ne sont pas des questions faciles. On est véritablement dans ce que moi j'appelle la complexité. Oui, et la question de la densité reprend, alors c'est des arguments qui ont été présentés notamment sur la ville de Paris. Si on réimagine la ville autrement, donc à Paris on dit aujourd'hui la voiture concerne seulement, si je ne dis pas de bêtises, 16% des usagers, mais c'est 50% de la place prise dans la ville. Donc si on réimagine cette place différemment, on peut densifier. Bon, Paris est sans doute un mauvais exemple, c'est déjà dense, mais on peut densifier une ville finalement en construisant autrement les voies de déplacement et en finalement limitant la place de la voiture. Est-ce que Pierre-Olivier, tu voudrais ajouter quelque chose là-dessus? Je crois qu'en fait, depuis quelques années, le législateur a accompagné cette vision à la fois avec du long terme parce que on est sur des logiques où l'intercommunalité, le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme intercommunal deviennent la règle. Avec des établissements qui se font de manière un peu plus coordonnée et en évitant justement d'avoir des juxtapositions de zones un peu plus denses parce que on était dans une commune périphérique immédiate du bourg ou avec des zones un peu plus pavillonnaires étalées où le maire faisait. Alors, on a un petit souci technique avec Pierre-Olivier. Est-ce qu'il va revenir? C'est les aléas du live, comme on dit. Alors, simplement pour réélargir le propos et le reposer afin de conclure peut-être, je crois qu'on a pu voir ce soir la question de la voiture et du transport individuel reste une question essentielle et encore aujourd'hui pour une majorité de Français. Le sujet, il est évidemment important par rapport à la question du développement durable parce que ça engendre des problèmes d'étalement urbain, d'artificialisation des sols, d'utilisation des ressources et d'épuisement des ressources, et bien sûr sur la question des émissions. Donc on a toutes ces problématiques qui doivent être envisagées et pour pouvoir y répondre. Donc la question de l'urbanisme est essentielle. On a plein de solutions qui existent. Alors il faudrait sans doute qu'on fasse une encyclopédie de toutes les possibilités pour que les maires puissent s'appuyer dessus. Moi, ce que j'ai retenu également, c'est la pédagogie, elle est essentielle. Il faut sans doute mettre les gens autour de la table. Donc peut-être, alors pourquoi pas imaginer, je l'ai souvent dit sur la question de l'urbanisme, un Grenelle de l'urbanisme ou un Grenelle des mobilités, pour envisager que demain le législateur, au-delà de simplement augmenter comme on l'a vu sur la crise des gilets jaunes, simplement augmenter le carburant pour changer les pratiques, il faut qu'on puisse apporter de l'offre qui permettent l'alternative aux citoyens. Moi, c'est un petit peu les éléments que j'ai retenus ce soir. Je propose qu'on conclue sur ces discussions. Je crois que c'était vraiment intéressant, qu'on a pu interpeller peut-être que ce soit les internautes et les élus qui nous ont écoutés et qui voudront peut-être revenir sur ces questions-là, notamment avec vous. Je vous remercie tous les trois. La Cité démocrate se conclut ce soir, mais continue demain avec dès 9h un forum sur de l'enfance au grand âge, sur la solidarité et bien sûr dans la continuité des grands intervenants dont François Bayrou, mais également le Premier ministre Jean Castex. Merci à tous et bonne soirée.